Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la position de Trump par rapport à Gaza, ou à la position du président Trump par rapport à ses déclarations par rapport à Gaza. Alors je sais, l'actualité est foisonnante, on va dans tous les sens, je ne peux pas tout commenter, tout en même temps, donc j'essaye de faire des grosses séquences de vidéos que je peux soit couper, soit proposer en une seule fois. Toujours est-il que vous avez été beaucoup à me reprocher le fait de ne pas avoir parlé de cette séquence de Trump où il disait qu'il veut prendre le contrôle de Gaza. Et certains me disent que je suis pro-Trump ou je sais pas quoi. Certes, Trump était mon choix pour la présidence américaine, mais comme j'ai dit, on a des recoupements avec Trump. Il y a des choses qu'il fait que je suis d'accord, et il y a des choses qu'il fait qui intéressent lui et sa vision des États-Unis. Mais pour revenir à cette histoire par rapport à Gaza, moi, mon avis n'est pas forcément d'être outré comme beaucoup d'entre vous le sont. J'ai une position beaucoup plus réservée. On va remonter ici le fil de l'actualité et je vous dirai pourquoi moi, ma position est plus réservée et pourquoi moi, je pense que les déclarations de Trump cachent autre chose comme il nous l'a déjà montré dans le passé. Alors, il y a une séquence de plusieurs vidéos. Probablement que la vidéo fera peut-être 40 minutes ou je ne sais pas combien. Si vous ne voulez pas regarder, c'est pas grave, laissez tourner. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne par rapport à la limitation que je connais par rapport aux vidéos. Et surtout, si vous ne regardez pas ce que je vous réserve pour la fin, c'est qui sont les raisons pour lesquelles vous devez vous aussi garder la tête froide et comme toujours avec Trump, essayer de juger les actes bien plus que les mots. Donc, on va remonter l'actualité et je dirai au fur et à mesure qu'est-ce que je pense des différentes séquences et ensuite je vous dirai ce que je pense et pourquoi ma position n'est pas tout à fait d'être indignée comme la plupart des personnes le sont. C'est parti pour la vidéo. Bien évidemment, si on parle de la séquence, il faut commencer par voir la séquence en elle-même, écouter ce qui se dit, et ensuite, on va aller au fur et à mesure et je vous développerai mon opinion. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Reçu mardi à Washington par celui qu'il appelle le meilleur ami d'Israël à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou est venu rencontrer son homologue américain pour négocier les suites de la guerre dans la bande de Gaza. Devant la presse, Donald Trump avance une idée nouvelle, laisser aux États-Unis le soin de reconstruire l'enclave palestinienne ravagée par 15 mois de guerre. Je commencerai par mettre un premier bémol ici, par rapport à tout ce qui s'indigne. Il ne dit pas laisser Gaza aux Israéliens ou laisser aux Israéliens le contrôle de Gaza. Il dit laisser le contrôle de Gaza aux États-Unis. Première chose qu'il faut bien écouter, parce que beaucoup directement pensent que Trump est un pro-sioniste et qu'il agit directement en faveur des sionistes. Certes, il a un soutien sioniste, mais dans ses actes, il n'est pas forcément pro-sioniste, comme vous allez le découvrir, surtout vers la fin de la vidéo. Je vois une prise de contrôle à long terme. Je vois apporter une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient. Et tout le monde à qui j'ai parlé, ce n'est pas une décision prise à la légère. Tout le monde à qui j'ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Et ici, c'est juste en passant que j'avais prévu une séquence de Driss Aberkan qui disait que Netanyahou était peut-être surpris par la déclaration de Trump parce qu'on voit à sa tête qu'il ne savait pas que Trump allait dire ça. Aussi, ici, on n'est pas sûr que Trump ait eu l'aval de tout le monde ou alors ait eu le consentement de tout le monde à son plan parce que ce qui va suivre démontre que peut-être soit les gens avaient donné leur accord en secret et voulaient que ça soit amené autrement, soit Trump a mis la charrue avant les bœufs.
Trump va jusqu'à comparer l'enclave palestinienne à la future Côte d'Azur du Moyen-Orient. Au cours de la conférence de presse, le président américain exprime également sans détour l'idée que la population palestinienne devrait quitter la bande de Gaza pour être relocalisée en Égypte ou en Jordanie par exemple. En réponse, le Premier ministre israélien affiche son enthousiasme. Il a une idée qui est différente et je pense qu'elle mérite qu'on y prête attention. Nous en parlons, il l'étudie avec ses collaborateurs, son équipe. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait changer l'histoire. Cela vaut la peine de poursuivre dans cette voie. Et ici, peut-être que Donald Trump a fait ça pour justement piéger Israël. Parce que nous savons, à partir des choses que je vous ai déjà montrées ici sur la chaîne, quand il y avait la dame française, je me souviens, à chaque fois j'oublie son nom, qui disait que voilà, le plan de Netanyahou contre Gaza n'était pas de battre le Hamas, mais c'était de raser Gaza et de la rendre inhabitable pour forcer l'épuration ethnique de la zone. Inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. Il n'y a plus rien. C'est un territoire qui est complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Tous les hôpitaux qui étaient des hôpitaux un peu importants ont été obligés d'arrêter parce qu'ils n'ont plus de quoi fonctionner. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Ils ont été en grande partie détruits. Il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus, les ordures qui ne peuvent pas être ramassées, d'où les épidémies dont on parle, et là on parle de l'apparition de la polio, et donc il faut mettre en place tout un système de vaccination pour éviter que la polio n'atteigne tous les ressortissants de la bande de Gaza, avec une aide humanitaire qui rentre vraiment au compte-gouttes, mais dans des proportions ridicules par rapport aux besoins, problème de l'eau qui ne peut pas être traité, et avec une population qui est, c'est l'image qui me vient qui est terrible, d'un troupeau. C'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs. Pour aller où? On n'en sait rien, mais pour soi-disant éviter les bombardements. Donc les gens, dans la panique, se déplacent et puis 2 heures après, on va leur dire « mais non, il faut aller là-bas ». On est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traités, passez-moi l'expression, mais comme du bétail, c'est-à-dire qu'on les trimballe d'un endroit à un autre, mais sans leur offrir pour autant une certaine sécurité. Il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr, il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge, même les fameuses zones humanitaires mises en place par Israël ne correspondent plus à la réalité. C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas, on détruit délibérément un territoire et toute sa population. Tout le monde n'en parlait pas, mais tout le monde le voyait. Peut-être qu'en prenant cette position, Trump a mis un coup de pied dans la fourmilière en disant que voilà, finalement, on va prendre ça, on va faire ce que les Israéliens faisaient à bas bruit que personne ne disait, pour susciter justement le focus de la communauté internationale et peut-être l'indignation de la communauté internationale afin que ce qu'Israël voulait faire à bas bruit, comme elle avait l'habitude de faire avec la complicité des gouvernements américains et surtout des gouvernements occidentaux avant, ne puisse pas se faire. Peut-être qu'il y a aussi cette lecture-là qu'il faut avoir. C'est juste une idée qui m'est traversée la tête en voyant ça parce que ça semble trop gros. Et même Netanyahou lui-même, on sait que même si dans leur plan, ils avaient prévu ça, parce que j'ai vu un tweet qui dit que c'était déjà prévu dans les plans des Israéliens qu'ils allaient systématiquement raser les zones de Gaza pour la rendre inhabitable, dans l'espoir peut-être de pouvoir récupérer ces zones-là. Et si vous allez sur i24 News, vous tombez sur plein de débats où ils se congratulent à l'idée qu'ils vont avoir ces zones-là. Peut-être que Donald Trump, en voulant mettre ça au premier plan, c'était pour définitivement attirer l'œil de tout le monde sur cet aspect-là des choses que les Israéliens voulaient faire dans le silence, et que comme ça sera aux yeux et au vu de tout le monde, un peu comme ce qui s'est passé au l'est de mon pays, et bien maintenant ça devient beaucoup plus difficile de mettre ça en pratique. Autre point clé de discussion de la rencontre entre les deux hommes, la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite.
Confiant, Benyamin Netanyahou affirme qu'un accord sera conclu. Le royaume saoudien, lui, a conditionné l'existence d'un tel accord à la reconnaissance d'un État palestinien. Voilà. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. C'est le fait de rendre quasiment sine qua non la reconstruction et la création d'un État palestinien que Donald Trump il est en train d'essayer d'imposer à Netanyahou. Parce que souvenez-vous, ici, je vous ai montré une séquence qui ne fait pas part de l'indignation des autres nations. Mais, comme vous l'avez vu de la plupart des médias occidentaux mainstream qu'on sait aujourd'hui qui étaient tous financés pour être contre Trump, ils ont tous profité de cette séquence pour peindre Trump comme un tyran qui veut faire l'épuration ethnique de Gaza pire que Netanyahou. Personne ne semble voir plus loin que le bout de son nez. Je vous avoue que moi-même, j'ai fait partie de cela. J'ai été outré, choqué en apprenant cela. Mais à tête refroidie, j'ai croisé cette information, la violence de cette information par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'ai observé et par rapport aux gens dont j'apprécie l'analyse. Et à tête refroidie, je dois vous dire que ma lecture n'est plus tout à fait celle-là. Est-ce que l'avenir me donnera raison? On verra bien. D'abord, on va mettre une séquence où le lendemain, peut-être que le tollé était un peu trop fort, où son ministre des Affaires étrangères est venu calmer les choses. Après le choc et la sidération, viennent la nuance et l'atténuation. En visite au Guatemala, le secrétaire d'État américain réfute toute volonté du président des États-Unis de contrôler la bande de Gaza, contrairement à ses récentes déclarations. La seule chose que le président Trump a faite, très généreusement à mon avis, c'est de proposer que les États-Unis interviennent pour déblayer les débris, retirer toutes ces munitions non explosées. Et pendant ce temps, les gens qui vivent là-bas, qui considèrent que c'est leur maison, ne pourront pas y vivre pendant que les équipes nettoient les débris. C'est l'offre qu'il a faite. Donc, ici vous voyez comment l'angle par lequel la plupart des médias mainstream ont décidé de présenter cette proposition de Trump. Ils ont décidé de faire de Trump un homme pire que Netanyahou à cause de ce qu'il a dit. Et peut-être que l'onde de choc de la déclaration de Trump a été trop important au point où la plupart de ses collaborateurs ont trouvé nécessaire de calmer le jeu. Mais personne ne semble vraiment savoir si c'est ça le projet de Trump ou si c'est autre chose. Par le passé, par les actes qu'il a posés, nous savons que bien qu'il ait la réputation d'être un pro-sioniste, dans la réalité, il donne des gages à certains sionistes, mais ce qu'il privilégie surtout, c'est la stabilité et le business dans cette zone-là, comme vous allez le découvrir vers la fin de la vidéo. Mardi, devant le Premier ministre israélien reçu à la Maison-Blanche, Donald Trump dit vouloir déloger les plus de 2 millions de Palestiniens qui vivent dans l'enclave pour la transformer, selon ses termes, en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Des propos choquants condamnés en grande partie par la communauté internationale et par le Hamas, qui accuse le milliardaire de jeter de l'huile sur le feu après 15 mois de guerre. Dans une interview à la chaîne conservatrice Fox News, Benyamin Netanyahou, lui, encense la proposition. C'est la première bonne idée que j'entends. C'est une idée remarquable. Je pense qu'elle devrait être poursuivie, étudiée et réalisée parce que je pense qu'elle créera un avenir différent pour tout le monde. Et lui, il est obligé de sauter sur l'occasion parce que les récentes choses qui se sont passées en Israël ont montré que Donald Trump a quasiment volé la légitimité de la décision israélienne à Netanyahou. Parce que dans les séquences qui ont suivi, on a vu que le public israélien, désormais, adresse ses demandes plus à Trump qu'à Netanyahou. Il demande à Trump de continuer à tordre le bras à Netanyahou pour respecter les accords. Et maintenant, quand il s'agit de casser les accords à cause de ce qui se passe maintenant et du report de la libération des otages par le Hamas, là encore, le public ne s'apprend pas à Trump, mais vient directement s'apprendre à Netanyahou. Donc, Trump est passé devant Netanyahou comme le bienfaiteur d'Israël. Et donc lui, ici, il essaye de reprendre la main parce que cette position
conforte ses anciens alliés de l'extrême droite israélien qui voulaient raser Gaza et reprendre le contrôle de Gaza. Mais ici, ce qu'il oublie, c'est qu'on ne dit pas qu'on va donner le contrôle de Gaza aux Israéliens, on dit les États-Unis vont reconstruire Gaza. Ce qui est peut-être aussi un côté business, parce qu'au moins, on est sûr que ce ne sera pas les Israéliens qui ramasseront les contrats. Le déplacement forcé de la population gazaoui constituerait une violation du droit international selon les Nations Unies. Son secrétaire général dit vouloir éviter toute forme de nettoyage ethnique. Donald Trump. Eux, franchement, ils viennent parler pour quoi faire. Après tout le cinéma qu'ils nous ont fait, l'incapacité qu'ils ont montré de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit au Moyen-Orient comme en Afrique, que pourront-ils faire contre Trump ? Trump répète que les Palestiniens pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte, malgré l'opposition de ces pays. Et ensuite, là maintenant, nous avons l'indignation de la communauté internationale réduite ou résumée par Euronews. L'annonce du président américain Donald Trump selon laquelle les États-Unis pourraient prendre le contrôle de Gaza après avoir définitivement déplacé sa population vers d'autres pays a été condamnée dans tout le Moyen-Orient et au-delà. Une déclaration célébrée par les membres d'extrême droite du cabinet de Benyamin Netanyahou. La guerre... Comme je disais, Netanyahou a sauté sur l'occasion pour pouvoir donner du grain à moudre à ses partisans de l'extrême droite israélien. Parce que lui-même, il ne s'attendait pas à cette déclaration-là. Mais au fond de lui, il sait aussi que le retentissement de la déclaration de Trump est tel que ça devient quasi impossible de matérialiser ce que Trump a dit, y compris pour les Américains. Parce que ça force maintenant les États arabes de s'opposer à cela. Parce que concrètement, ils auraient du mal à justifier à leur population, ou dans leur royaume, ou dans leur pays, comment ils ont réussi à se mettre d'accord avec Trump pour vider Gaza. La guerre d'Israël contre Gaza qui a duré 15 mois a complètement dévasté la région. Donald Trump a comparé le territoire à un chantier de démolition, a déclaré que les Palestiniens ne pouvaient pas y vivre et que Gaza pourrait très bien être transformé en Côte d'Azur du Moyen-Orient. 中方始终认为，8人制8是加沙战后治理的基本原则。我们反对针对加沙民众的强制迁移，希望有关各方以加沙停火和战后治理为契机，推动巴勒斯坦问题重回以两国方案为基础政治解决的正确轨道，实现中东的持久和平。 Autre réaction, celle du ministère des Affaires étrangères saoudien qui a publié une déclaration dans laquelle il rejette toute tentative de déplacer les Palestiniens, ajoutant qu'il ne pourrait y avoir de normalisation des relations entre le Royaume et Israël en l'absence d'un État palestinien. La France a également exprimé son opposition au déplacement forcé de la population palestinienne à Gaza, estimant qu'il s'agirait d'une grave violation du droit international. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a quant à lui déclaré que son gouvernement continuait à soutenir une solution à 2 États où Israéliens et Palestiniens pourraient vivre en paix et en sécurité. Enfin, le Kremlin a estimé qu'un règlement au Moyen-Orient n'était possible que par le biais d'une solution à 2 États. Et donc vous voyez, ce qui vient encore rendre plus difficile ce que Netanyahou pensait pouvoir faire ou s'aligner sur les positions de Trump, c'est que vous avez les 2 autres personnes qui pèsent fort au niveau de l'ONU et qui pèsent fort au niveau économique et de l'armement, qui viennent dire que ça sera niet. C'est la Chine et la Russie. Alors, comme d'habitude, nous avons notre cocorico français qui n'hésite pas à vouloir faire le anti-Trump ou le contre-Trump pour des raisons qu'on ne comprend pas. Il ne loupe pas une occasion de tacler Trump comme il fait ici. So you cannot say to 2 million people, okay, now, guess what? You will move. The place is a demolition site. It'll be... The remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. They don't want to go back to Gaza. As I said, I've said it a lot. They only go back because they have no alternative.
They don't want to go back to Gaza. The right answer is not a real estate operation. This is a political operation. Just because this is not a free land, this is a place where 2 million people live and want to live. And just because international rights and a lot of treaties and agreements we negotiated, and even the US, did recognize this right. Et moi, ce qui me tue ici, c'est que lui et tous ses amis qui ont été incapables, des gens qui ont mis zéro sanction, alors qu'ils avaient les moyens de contraindre Israël à faire autrement à Gaza, aujourd'hui, que les États-Unis viennent dire que nous allons prendre le contrôle de Gaza pour le reconstruire, là maintenant ils vont s'indigner. Mais quand Israël a fait ce qu'il a fait pendant 15 mois, on ne les a pas attendus faire de la réelle indignation et surtout faire de la réelle politique diplomatique ou de la diplomatie pour que l'horreur qui s'est passée dans cette zone-là ne se passe pas. Mais dès qu'il a l'occasion de s'opposer à Donald Trump, c'est lui le premier. Et on lui a bien rendu la monnaie de sa pièce pendant son sommet sur l'IA. Comme je vais commenter dans une prochaine vidéo demain ou après-demain. You cannot say to 2 million people, okay, now, guess what? You will move. Ok. Donc là, nous approchons de pourquoi je vous dis de garder la tête froide par rapport aux déclarations de Donald Trump. Souvenez-vous, quand on nous montrait la séquence des négociations de cessez-le-feu, quand on nous montrait la séquence où Donald Trump disait que le président américain élu a récemment exigé la libération des otages israéliens et mis la pression en envoyant Steve Witkoff, son nouvel émissaire dans la région, pour accélérer les pourparlers. Je ne veux pas perturber vos négociations, mais si ces otages ne sont pas revenus avant que j'arrive en fonction, ce sera l'enfer comme jamais auparavant au Moyen-Orient. Si on ne trouve pas de cessez-le-feu, si on ne trouve pas un accord, les choses allaient barder. Tous les médias mainstream avaient présenté ça comme une menace de Donald Trump envers le Hamas. Or, personne, à part une journaliste de France 24, qui avait dit que l'envoyé de Donald Trump dans les négociations, qui avait intégré les équipes de Joe Biden, était venu là pour bien faire comprendre à Netanyahou que ce tour-ci, non seulement il devait signer, mais en plus de ça, il devait respecter l'accord. Et aujourd'hui, nous sommes presque à 3 semaines ou 4 semaines que cet accord a été signé. Et jusqu'à maintenant, vous voyez qu'Israël, de son côté, n'a pas torpillé l'accord comme elle avait l'habitude de le faire. Désormais, avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, il y a eu des nouveaux personnages dans la région. Cet envoyé de Trump pour le Proche-Orient qui a plus expressément menacé les Israéliens si cet accord n'aboutit pas. La pression sur le Hamas était aussi très forte depuis plusieurs semaines. Et donc, contrairement à ce que les journalistes ont voulu nous faire croire et ont voulu préserver la cote de Netanyahou, c'est Netanyahou qui avait cédé. Et on a vu que à la suite de cet accord, on a bien vu que c'était du côté de Netanyahou qu'on avait cédé parce que ces alliés de l'extrême droite qui étaient au gouvernement, qui avaient menacé de démissionner du gouvernement si jamais cet accord rentrait en vigueur, ont dû quitter le gouvernement parce que l'accord est rentré en vigueur. Et de l'autre côté, nous avons vu la rage des membres du peuple libre de l'extrême droite s'exprimer en voyant la mise en scène, mise en place par le Hamas à chaque libération d'otages qui montre bien que non seulement ils n'ont pas été vaincus, mais ils sont soit tout autant, voire plus nombreux qu'avant. Et donc maintenant, écoutons pourquoi moi, je garde mon sang-froid et j'attends de voir quels seront les actes concrets qui seront posés par Donald Trump. Parce qu'avec Donald Trump, c'est les actes concrets qu'il faut prendre. Il ne faut pas tout le temps se fier aux déclarations, parce que les déclarations peuvent être comprises à double sens ou pas. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le concret. Comme ici, va le rappeler, veille stratégique. Et surtout, comme va le rappeler la personne dans la dernière vidéo qui va bien vous montrer que contrairement aux déclarations de Donald Trump, ces actes vont dans un sens
de paix et de calme, parce que lui, la paix et le calme, il sait que c'est bon pour les affaires et c'est bon pour tout le monde. Donald Trump, il faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il raconte. Hein, il faut attendre que l'effet communication, l'effet spectaculaire soit passé pour savoir si, comme on dit vulgairement, enfin pas vulgairement, mais de manière populaire en français, si c'est du lard ou du cochon. Parce que il nous a fait le coup, je le rappelle à tout le monde, hein, il nous a pourtant donné un exemple de ce que c'était que sa communication pendant son premier mandat sur un point qui est très important, qui était la Corée du Nord. Je vous rappelle que Donald Trump, il nous sortait des phrases à l'endroit de Kim Jong-un qui étaient terribles. Il l'appelait Rocketman, il disait c'est nous qui avons les plus gros missiles, hein, on était dans toujours ce discours, c'est moi qui est la plus grosse et si tu viens me casser les pieds, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc un truc de cours de récré. Et ça s'est terminé comment? Donald Trump a été sur le 38e parallèle et il a serré la main à Kim Jong-un. Donc, et il a donc engagé une relation diplomatique avec la Corée du Nord, ce que personne en Occident, et encore moins aux États-Unis, n'avait imaginé comme possible depuis 1953. Donc il faut raison garder, je sais, et donc il faut pas tomber dans le côté spectaculaire dans lequel il veut nous entraîner. Il nous entraîne aussi, hein, je le rappelle encore, par la force des choses, parce que le peuple américain aime ça. Hein, on voit bien dans les séries, dans les films, les Américains, ils aiment bien ce côté rentre dedans, etc. Voilà, donc ils jouent ce jeu-là. On le sait, donc à nous de garder la tête froide, de prendre du recul et de dire bon. Alors ok, il nous fait son cinoche. Là, sur l'Ukraine, il vient de sortir cette énorme phrase complètement vide de sens au final, puisque les terres rares, elles sont sous la main des Russes pour la majorité d'entre elles. Et puis on en parlera tout à l'heure avec la Palestine et Gaza, c'est du même acabit. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Et parce que j'ai vu beaucoup de questions passer là depuis 2-3 jours. Mais Sylvain, mais c'est vrai, mais ceci, mais ça. Non, calmons-nous. On juge Donald Trump, non pas sur ses déclarations tonitruantes, mais sur ce qu'il fait à la fin. Hein, alors, il faut être patient parce que c'est pas tout de suite que ça se règle. Hein, il faut laisser le temps au temps. Là, il occupe l'espace médiatique. Il crée sa révolution, enfin sa contre-révolution culturelle contre le wokisme, toutes ces folies-là. Bon, on va arrêter là. Et maintenant, je veux vous faire part d'une personne que j'ai découvert qui vraiment s'intéresse non pas à la géopolitique, à commenter la géopolitique comme moi je le fais, mais qui lui va vraiment dans la profondeur, dans des analyses, qui a des sources et qui dit des choses. Et lui, peut-être, en l'écoutant, ça va vous permettre à vous de vous calmer et de relativiser les déclarations de Trump, surtout en ce qui concerne le Moyen-Orient. C'est la meilleure partie de cette vidéo qui vous aidera peut-être à mieux cerner Trump, sa politique, son engagement et ses actes. Alors, il s'agit de Youssef Indy. Je l'ai découvert grâce à Xavier Moreau et à Stratpol. J'ai regardé une partie de cette vidéo et quand vous écoutez comment Donald Trump a géré les sionistes, le Mossad, Israël pendant son premier mandat, vous comprenez qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qui se passe ou ce qui se dit là et qu'il faudra attendre à la fin de voir concrètement qu'est-ce qu'il a fait. Comme ça a été le cas avec le cessez-le-feu. Tous les médias mainstream ont voulu nous présenter Donald Trump comme le meilleur pote de Netanyahou qui voulait mettre la pression au Hamas, alors que la réalité a démontré que c'est le contraire. C'est Netanyahou qui s'est fait tordre le bras pour que cet accord de cessez-le-feu puisse entrer en vigueur. Les actes parlent plus que les mots. Et c'est ce proverbe qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on analyse la politique de Donald Trump. Écouter ce qu'il dit, c'est une chose, il faut écouter ce qu'il dit, mais il faut regarder prioritairement ce qu'il fait. Quand il est arrivé au pouvoir en 2017, il a, il a satisfait les Israéliens, mais partiellement. C'est-à-dire que la méthode de Trump vis-à-vis des Israéliens, c'est de leur donner un maximum faire un maximum de concessions, un maximum de cadeaux symboliques.
il y a eu les accords d'Abraham, une normalisation avec un certain nombre de pays arabes. Il y a eu le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem. Il y a eu la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il y a eu la reconnaissance du Golan syrien comme faisant partie du territoire israélien. Et il y a eu la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce sont les principales cadeaux que Donald Trump a fait durant son premier mandat. Voilà. Et il l'a fait parce que, notamment, il a reçu de l'argent de Sheldon Adelson, qui est un sioniste, ami de Netanyahou, qui est mort maintenant, qui est un des hommes les plus riches des États-Unis, le roi du casino, juif d'origine ukrainienne, qui est mort il y a 1 ou 2 ans, et qui était à la tête d'un lobby qui s'appelle, je crois, ZOA. Et durant cette campagne, là, donc la campagne, la dernière campagne présidentielle... Voilà. Ici, on ne vous a pas caché les choses qui ont été faites par Donald Trump pour les sionistes. Donc, écoutez bien l'analyse. Et après, à la lumière de tout ce que je vous ai montré, vous ferez votre propre idée. Si vous devez garder la tête froide et attendre les faits, ou si vous voulez vous emporter avec les déclarations. Donald Trump a reçu de la veuve de Sheldon Adelson un chèque de $100 millions. Donc, pour sûr, Donald Trump mènera encore une politique qui sera partiellement favorable à Israël. Pourquoi je dis partiellement ? Parce que si on observe ce qu'il a fait durant son premier mandat, là, ce que je vous ai énuméré, c'est dans la ligne de crédit. Dans la ligne de débit est quand même conséquente. D'abord, Donald Trump a fermé, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le répète, il a fermé une cellule de la CIA en Jordanie qui avait pour objectif, pour rôle, d'armer et de financer des groupes terroristes affiliés à l'armée syrienne libre, de l'armée syrienne libre, plusieurs groupes terroristes dans le Golan, l'armée syrienne libre qui est liée aux frères musulmans. Donc la CIA armait et finançait ces groupes terroristes dans le Golan pour que ces groupes terroristes fassent le tampon entre Israël, l'armée israélienne, et le Hezbollah, et l'armée syrienne soutenue par les Iraniens. Donald Trump ferme cette antenne fin 2017, début 2018, ce qui contraint Israël à prendre le relais. Israël a été contraint de payer et d'armer ces groupes terroristes dans le Golan parce que Donald Trump ne le faisait plus. Il a ordonné cette fermeture. Durant son mandat, il a aussi annoncé le retrait total des troupes américaines en Syrie et en Irak. Le commandement militaire américain s'y est opposé. Donc, il a réussi à retirer plusieurs milliers d'hommes de Syrie à la défaveur d'Israël, mais le commandement militaire américain a refusé d'exécuter l'ordre jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il s'est clairement opposé. C'est là qu'on voit. Voilà. Vous comprenez ici pourquoi, en revenant ce tour-ci, tous ces gens-là se savaient déjà cuits, parce qu'ils se sont opposés à Trump durant son premier mandat, et ils ne pensaient plus que Trump reviendrait. Mais Trump n'a jamais oublié ce qui s'est passé, et il est revenu en s'assurant que ce tour-ci, ses ordres ne seront pas ni ignorés, ni contestés, comme ça s'est passé la dernière fois, et surtout qu'il ne sera pas entravé par le Deep State. C'est pour cela la première chose que l'on démantèle, c'est l'USAID, parce que c'est là-bas le bras armé du Deep State aux États-Unis. Il y a une autonomie, une certaine autonomie du Pentagone, une grande autonomie de la CIA, et un pouvoir de la Maison Blanche, du président des États-Unis qui est relativement faible.
Et donc il faut regarder tout ça en détail. Là, en 2018, il y a eu une nouvelle attaque chimique perpétrée par des groupes terroristes en Syrie, et les Américains ont blâmé Bachar al-Assad. Et donc, il y a eu des pressions sur Donald Trump pour que Donald Trump bombarde la Syrie, attaque la Syrie, fasse tomber Bachar al-Assad. Ce qu'a fait Donald Trump, bon, il a condamné Bachar al-Assad, il a fait des tweets virulents, et puis, comme il y a une liaison, comment dire, la mise en place d'un système de communication, de liaison entre l'armée américaine et l'armée russe, chaque manœuvre que mène l'armée américaine est communiquée à l'avance aux Russes pour pas qu'il y ait d'incidents. Et donc les Américains ont prévenu les Russes, qui ont prévenu les Syriens, qui ont vidé des entrepôts qui allaient être visés par les Américains. Les Américains ont bombardé. Donald Trump a donné l'ordre de frapper. Ils ont frappé et il a tweeté « Mission accomplie, nous pouvons maintenant rentrer à la maison ». Ça, c'est Donald Trump. C'est la méthode de Donald Trump. C'est-à-dire faire des grandes déclarations virulentes, insulter, menacer, mener une frappe théâtrale et se retirer. Basta. Or, c'est pas ça qu'on attendait de lui. C'est pas ça que les sionistes attendaient de lui. Ils attendaient de lui qu'il fasse tomber Bachar al-Assad. L'accord il y a eu un accord en 2017 après son arrivée au pouvoir, donc un accord sur la Syrie, et les Israéliens se sont plaints auprès de Donald Trump. Les Israéliens lui ont demandé d'intégrer dans l'accord le retrait du Hezbollah et des Iraniens de Syrie. L'administration Trump a refusé. Et la délégation qui s'est rendue à Washington pour discuter de cet accord était tout à fait déconcertée. Ils ne comprenaient pas. Il y a un témoignage que je rapporte dans mon article publié sur Égalité et Réconciliation, où un des membres de la délégation israélienne dit au New York Times qu'il ne comprend pas l'attitude de cette administration, que ce qui règne, c'est le chaos et la confusion. Ça, c'est une stratégie de Donald Trump, semer le chaos et la confusion, c'est-à-dire faire des grandes déclarations pro-israéliennes, mais mener une politique militaire au Proche-Orient qui est à la défaveur d'Israël et qui contraint Israël à s'impliquer directement dans le soutien aux terroristes, par exemple, et dans le combat contre le Hezbollah et les Iraniens. Puis en 2019, il y a eu plusieurs incidents et des pressions pour déclencher une guerre contre les Iraniens. Alors, il y a eu une provocation. Un drone américain a survolé l'espace aérien iranien, un drone qui vole en haute altitude, qui a été abattu par les Iraniens. Suite à cela, Donald Trump a fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il a menacé. John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale, a ordonné le déploiement d'un navire de guerre américain près de l'Iran, et ils envisageaient, les Américains, d'envoyer 120 000 hommes dans la région. Donc c'était un plan de John Bolton. Il y a eu à la Maison-Blanche une opposition entre les faucons pro-israéliens comme John Bolton, qui se faisait le messager du Mossad, puisqu'il rapportait à Donald Trump des rapports du Mossad mensongers concernant des menaces iraniennes sur les intérêts américains au Proche-Orient. Voilà. Ici, vous avez attendu, même aux États-Unis, on avait des gens pro ou des sionistes qui mentaient au président américain en présentant des faux rapports du Mossad à leur président. Voilà pourquoi, dans le cas de nous, les France, ou dans le cas de la France, la situation doit être bien pire. Parce que nous voyons déjà dans les médias l'importance concessionniste dans ce que fait, ou dans l'opinion publique, ou dans l'opinion des élites.
Et nous voyons le poids qu'ils ont au sein du Parlement français et le poids qu'ils ont au sein de l'élite française. Alors imaginez-vous, qu'est-ce qui doit se passer au sein du gouvernement français? Et je rappelle déjà qu'à l'époque de Charles de Gaulle, il y avait déjà eu un problème avec ça. Parce qu'on avait des scientifiques sionistes français qui volaient les plans ou qui volaient les travaux français sur l'arme nucléaire et qui allaient les donner au pays du peuple libre. Et donc, cette vidéo est pour vous montrer la réalité des choses. Et souvenez-vous de maintenant, peut-être à la lumière de ces faits-là, on comprend mieux pourquoi Donald Trump, avant même de rentrer à la Maison-Blanche, a retweeté, avant les négociations entre le pays du peuple élu et le Hamas, a tweeté la vidéo de Jeffrey Sachs qui dit l'importance de Netanyahou dans les différents conflits qu'ont connus les États-Unis. This is a game, and it's a game of narrative. Why did the U.S. invade Iraq in 2003? Well, first of all, it was completely phony pretenses. It wasn't, oh, we were so wrong, they didn't have weapons of mass destruction. They actually did focus groups in the fall of 2002 to find out what would sell that war to the American people. Abe Schultzky, if you want to know the name of the PR genius. They did focus groups on the war. They wanted the war all the time. They had to figure out how to sell the war to the American people, how to scare the shit out of the American people. It was a phony war. Where did that war come from? You know what? It's quite surprising. That war came from Netanyahu, actually. You know that? It's weird. And the way it is that Netanyahu had from 1995 onward the theory that the only way we're going to get rid of Hamas and Hezbollah is by toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. He's a deep, dark son of a bitch, sorry to tell you. Because he's gotten us into endless wars, and because of the power of all of this in the U.S. politics, he's gotten his way. But that war was totally phony. So what is this democracy versus dictatorship? Come on, these are not even sensible terms. Parce qu'ici, on vous dit que le Mossad envoyait des faux rapports à Donald Trump par l'intermédiaire de son conseiller qui était sioniste. Pensez-vous que le Mossad faisait ça sans que Netanyahou soit au courant? Donc, il y avait cette aile dure, pro-israélienne à la Maison-Blanche, et opposée des membres du Pentagone, qui sont ce qu'on appelle des colombes, et qui s'opposaient au déploiement de 120 000 hommes. Et il y a des témoignages que je rapporte dans mon article, donc de ces Américains, du Capitol Hill, du Pentagone, qui s'opposait au déploiement de 120 000 hommes, qui est proche en fait du nombre d'hommes déployés pour envahir l'Irak, en disant que c'était absurde, que ça pousserait les Iraniens à mener des actions hostiles contre les États-Unis, et que de toute façon, les mouvements hostiles des Iraniens ne sont que des réponses aux provocations américaines. Et Donald Trump, qui a déclaré qu'il était obligé de modérer son conseiller à la sécurité nationale, ce qui est quand même étrange, il le disait lui-même, c'est surprenant, John Bolton, a fini par en avoir marre et a limogé John Bolton en septembre 2019, après ces différentes crises et ces provocations. Et Donald Trump, pendant la crise, a ouvert un canal de discussion via Oman avec l'Iran pour leur dire qu'il voulait discuter de plusieurs questions avec eux, qu'il ne voulait pas de guerre contre l'Iran. Et d'ailleurs, publiquement, il avait déclaré que l'Iran est un pays avec un gros potentiel économique et qu'il voulait passer un marché avec eux. Et d'ailleurs, c'est le discours qui tient encore aujourd'hui, à savoir négocier avec les Iraniens, discuter avec les Iraniens. Là encore, c'est un discours. On verra bien dans les faits. Mais... Voilà. Et donc, je voulais vous montrer cette séquence, juste parce que ce sont des choses, ce sont des faits
que vous et moi ne disposons pas, qu'il faut aller écouter des gens comme ça, des analystes comme ça, des insiders, des gens qui ont un peu plus de substance pour nous permettre de mieux décrypter, de mieux comprendre ce qui se passe. C'est Youssef Indy, sa chaîne YouTube s'appelle Youssef Indy, YOUSSEF HINDI, 47 500 abonnés. Allez le suivre. Moi aussi, je vais désormais regarder ces chroniques pour en apprendre un peu plus sur ces choses que nous ne connaissons pas et qui nous permettent de mieux comprendre la réalité, comme je vous ai déjà parlé de suivre Patrick Mbeko et tout ce que moi je suis pour me forger ma propre opinion. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Peut-être qu'elle a été un peu longue, peut-être qu'elle sera cassée en différentes vidéos, je ne sais pas encore. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne comme d'habitude.